depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous voulez nous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Nous mettons le cap aujourd'hui sur la République démocratique du Congo. Nous rencontrons entre autres la diaspora congolaise. Vous avez déjà eu l'occasion dans les émissions précédentes de suivre justement cette diaspora. Aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur, c'est un Montréalais qui a fait ses études ici même au Canada et qui a également travaillé pendant de très nombreuses années. Il a fait entre autres les hautes études commerciales. Monsieur Jean Gankoy, ce n'est pas n'importe qui, il est avec nous à l'émission aujourd'hui. Bonjour Monsieur Jean Gankoy, comment ça va? Bonjour Henri, merci beaucoup de m'avoir accordé encore cette opportunité. C'est toujours un plaisir de passer à votre émission. Dites-moi, qui est Jean Gankoy? Vous êtes en fait québécois, vous êtes également congolais. Qui êtes-vous? Bon, je suis citoyen du monde, je suis congolais, je suis québécois, je vis au Canada et je suis fonctionnaire. Sur le plan académique, le public, évidemment, nous sommes habitués, je vous ai présenté naturellement. Je vous ai présenté naturellement. Vous avez fait en fait, une partie de vos études universitaires ici. Bien sûr, j'ai commencé au Congo où j'ai fait, mettons, un master en économie, option commerce international. Et puis au HEC ici, j'ai eu un diplôme en gestion logistique. Monsieur Jean Gankoy, c'est un honneur et un plaisir de vous avoir ici. Votre évaluation de votre aventure québécoise? Oh voilà, c'est chacun a son parcours. Il faut dire que chacun a son histoire. Je pourrais dire que c'est un parcours de combattant. Je suis arrivé ici avec mes enfants, et puis j'avais un objectif de faire étudier mes enfants ici. J'ai 4 garçons et aujourd'hui, je peux dire que j'ai atteint mes objectifs puisque tous mes enfants sont à l'université et bientôt, il y en a qui seront sur le marché de l'emploi. Bravo, bravo. Dites-moi, qu'avez-vous appris de cette aventure? Oh, ben écoute, beaucoup de choses. Vous savez, sur le plan académique, sur le plan social, sur le plan culturel, c'est un mariage de culture congolaise versus culture québécoise, canadienne. Sur le plan professionnel, j'ai beaucoup appris aussi. J'ai eu une grande expérience à travailler ici au Canada, principalement à Montréal. J'ai travaillé à Ottawa, à Gatineau, tout ça et tout. Donc, je peux dire que c'est vraiment une expérience enrichissante. Le Congo nouveau vous intéresse? Le Congo nouveau nous intéresse tous, vous particulièrement. Comment voyez-vous votre rôle dans le nouveau Congo? Puisqu'on parle, est-ce qu'on peut parler d'un nouveau Congo? Évidemment, puisque nous nous sommes battus de longues années pour qu'il y ait émergence d'un nouveau Congo, d'un état de droit en République démocratique du Congo, chose qui est effective depuis l'accession au pouvoir de M. Antoine Félix Tshisekedi, son Excellence, Monsieur le Président, le 24, le 24 janvier 2019, le jour où il a prêté serment. Et tranquillement, nous voyons renaître le Congo qui était au bas-fond est en train de renaître, tant sur le plan économique, sur le plan social que sur le plan culturel. Il y a des grands événements, il y a bientôt à Kinshasa, il y aura le 9e jeu de la francophonie. Le Congo, sur le plan diplomatique, est revenu à l'avant-plan. Il y a beaucoup d'événements et le président n'hésite pas à faire des tournées pour essayer de remettre le Congo sur les rails. Dites-moi, croyez-vous que votre formation académique canadienne vous prédispose aux fonctions régaliennes en RDC? Ben, écoutez, puisque j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut sur le plan académique, sur le plan professionnel et même sur le plan politique. J'ai gravi tous les échelons pour prétendre à n'importe quel poste. Bon, je ne parle pas de poste de président de la République, évidemment. Bon, j'ai été candidat à député national à 2 reprises, et en 2011 et en 2018, n'est-ce pas? Mais ce sont des élections qui ont été organisées, entre guillemets, de la façon dont tout le monde le sait. N'est-ce pas? Et ce sont des élections qui étaient proclamées d'avance, même donc, quand truquées, quoi. Truquées, voilà. Ouais. Donc, mais nous croyons que cette fois-ci, il y aura des belles élections
et que tout le monde aura droit au chapitre. Monsieur Jean Gankoy, on va parler rapido presto de politique étrangère américaine en Afrique des Grands Lacs. Je cible très précisément. Et je cite une phrase ici. « Alors que je me prépare à quitter ». Et ça, c'est la phrase de Mike, qui s'est surnommé Nzita, entre parenthèses. L'ambassadeur américain au Congo. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique qui quitte son poste diplomatique donc à Kinshasa après avoir séjourné 4 années de mission très mouvementée en RDC. D'après les experts sur la politique congolaise, Mike Nzita Harmer semble être l'architecte du changement politique sans effusion de sang en RDC. Non seulement il a transigé avec Joseph Kabila, il a également vécu le changement politique qu'il aurait provoqué, semblerait-il, sinon insufflé, sous le président Biden, en fait Trump et Biden en RDC. Est-ce que c'est vrai ou faux selon vous? Bon, il faut dire que M. Mike Hammer, l'ancien ambassadeur américain en République démocratique du Congo, était un acteur majeur dans tout ce qui s'était passé sur le plan politique en République démocratique du Congo. Et comme vous savez, un ambassadeur américain, même ici au Canada, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un mot à dire. Ici, on dit que Monsieur Mike Hammer a eu une influence, ou il a eu un rôle, un grand rôle, de premier plan à jouer sur ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, je n'en doute pas. Parce que c'était quand même le diplomate sur place. Absolument, c'est lui. Il suivait de près même tout. Il suivait de près et il n'est pas seul. Il y a eu, il y a les ambassadeurs de l'Union européenne aussi, oui. Même des États de l'Afrique. Qui chacun à son niveau a joué un certain rôle pour essayer de faire comprendre à M. Kabila qu'il était temps qu'il cède la place. M. Jean Gankoy, ceci dit, quelle est votre évaluation de la politique étrangère américaine dans la région des Grands Lacs et plus particulièrement en RDC? Bon, il faut dire que la politique américaine, partout où elle est utilisée, privilégie les intérêts américains. Donc ça c'est sûr, même en République démocratique du Congo, c'est pas pour les beaux yeux du peuple congolais que les Américains font ce qu'ils font au Congo. C'est pour privilégier, assurer d'abord les intérêts américains. Donc la République démocratique du Congo aujourd'hui est au centre des enjeux majeurs. C'est comme on est sur la croisée des chemins, où ça casse, où ça marche. Que ce soit pour les Américains, pour les Canadiens, pour les Français, les Belges, tout le monde, tous ceux qui sont au Congo, qui ont des intérêts, un quelconque intérêt pour le Congo, et ils regardent d'abord leurs propres intérêts. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est temps qu'on regarde aussi les intérêts des Congolais. Justement, je vous pose cette question parce qu'on parle toujours d'évaluation de la politique américaine. Et ma question suivante est, est-ce que c'est la même politique qu'on avait appelée la politique du big stick, la politique du gros bâton, depuis 60 d'ailleurs à ce jour, où le partenaire zaïrois de l'époque, congolais aujourd'hui, avait pour principale tâche de contrer la montée du communisme en Afrique centrale, entre autres Mobutu, je le cite ici. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, dans cette politique aujourd'hui? Bon, vous savez, il y a plein de choses qui ont changé depuis l'écroulement du bloc soviétique, n'est-ce pas? Il y a eu la perestroïka, et puis il y a eu pratiquement le bloc soviétique n'existe plus. Donc, il y a une hégémonie américaine sur le plan international. Donc ça, tout le monde le sait. Et puis, la politique américaine en Afrique centrale, c'est principal. Les Américains n'ont pas beaucoup d'intérêt en Afrique centrale. C'est maintenant qu'ils essaient de revenir, principalement en République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'ils avaient laissé les Chinois prendre de l'avance, les Russes s'y mixer, se faufiler entre les doigts. Finalement, il y a une présence russe, il y a une présence chinoise marquée en République démocratique du Congo, même en Afrique. Vous comprenez? C'est maintenant que les Américains essayent de revenir pour reprendre de la main. Et vous savez, les Américains, quand ils veulent quelque chose, ils font tout pour l'obtenir. Donc, actuellement, ce qui se passe en Afrique centrale, en Afrique, au Congo, c'est que les Américains ont compris que, avec la politique comme de Donald Trump, par exemple, qui n'avait aucun intérêt, lui, c'était l'Amérique ou rien pour les Américains. Ce qui se passait à l'extérieur, ce n'était pas son affaire, n'est-ce pas? Mais avec l'arrivée de Biden, on sent maintenant qu'il y a encore un intérêt des Américains qui essayent de reprendre de la main, pas seulement au Congo, mais partout en Afrique. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka.
Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Monsieur Jean Gankoy, on va maintenant parler de changement en République démocratique du Congo. Depuis l'arrivée de son Excellence, le président Félix-Antoine Tshisekedi, surnommé Fachi Béton à ce jour, j'aimerais connaître votre évaluation du nouveau régime. Je vais dire que, bon, effectivement, mon point de vue bon, sera peut-être partisan, parce que je suis membre du même parti politique que monsieur le président de la République. Votre point de vue peut être partisan, mais il reste objectif. Mais il est objectif. Je serai vraiment objectif. Il faut dire que les Congos étaient dans un trou profond. Quand, à l'accession de monsieur Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, les Congos étaient dans un trou noir. Concrètement, pour permettre à notre public de bien vous saisir, lorsque vous dites un trou noir, que voulez-vous dire exactement? Sur le plan des droits humains, sur le plan économique, sur le plan social, rien n'est marché au Congo. N'est-ce pas? Je peux prendre un exemple banal. Sur le plan des droits humains, nous avons ce qu'on appelle les enfants de la rue, les Chégués, n'est-ce pas? À l'époque de M. Kabila, on prenait ces jeunes gens, on les tuait pratiquement, on les pourchassait, on les tuait, n'est-ce pas? Mais maintenant, à l'arrivée de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, on les récupère, on les réinsère. Ils sont maintenant au Katanga, dans des champs de maïs, ils apprennent la menuiserie, tout ça. Finalement, ils deviennent des bâtisseurs, au lieu d'être des criminels. Vous comprenez? Donc ça c'est un exemple banal, mais ça veut tout dire. Sur le plan économique, vous suivez des procès, tout ce qui se passe comme procès au Congo, n'est-ce pas, des détournements qui ont eu lieu à l'époque, pendant les 18 ans de règne de M. Kabila au pouvoir. Si vous suivez ça, si vous êtes au Congo et vous avez accès à ces dossiers-là, vous pleurez, vous avez envie de pleurer, puisque c'était un gaspillage, c'était un pillage systématique de ressources. On laissait les Congolais eux-mêmes qui travaillaient avec M. Kabila piller les richesses du pays, et ils laissaient les voisins, la communauté internationale, les multinationales piller comme ils veulent. Comment expliquez-vous ça? Vous comprenez? Comment expliquer cela? Les Congo étaient un non-État, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut aller à la source pour comprendre comment on est arrivé là. M. Kabila est arrivé au pouvoir dans la poche d'une rébellion qu'on a appelée l'Alliance des forces démocratiques de libération du Congo, vers les années 97, n'est-ce pas? Ils arrivent au Congo, mais aidés par les Rwandais, les Burundais, les Érythréens, les Angolais, tout ça. Toute une marmaille pour faire partir Mobutu. D'accord. Ils arrivent au pouvoir, c'est Laurent Désiré Kabila qui prend le pouvoir, n'est-ce pas? Mais il prend le pouvoir avec tous ces gens-là, n'est-ce pas? Et la conséquence, c'est qu'on a eu des Rwandais, des Burundais, des Ougandais, tout ça, qui ont été propulsés à l'avant-scène, à des postes stratégiques politiques au Congo, en RDC. Je peux prendre un exemple simple. À l'armée, par exemple, nous avons eu M. James Kabarebe, Rwandais de son État, qui était le chef d'état-major général de l'armée congolaise. Commandant en chef du forces armées. Le commandant en chef. Enfin, les commandants en chef, c'est les chefs de l'État. Mais les commandants, les chefs d'état-major, pendant des années. Donc, à ce moment-là, il y a eu infiltration des officiers rwandais dans les postes de commandement de l'armée. Et ça, ce n'était pas seulement dans l'armée, même sur le plan de la gestion de la chose publique, on les a eus au gouvernement, à l'Assemblée nationale, dans les entreprises publiques et partout. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, ça s'est un peu amenuisé. Il y a un travail de fond qui est en train de se faire. Évidemment, ils sont plus, on les retrouve plus nombreux. Bon, je ne sais pas, il y a peut-être quelques têtes qui se cachent derrière la nationalité congolaise, quand bien même on sait qu'ils ne le sont vraiment pas. Mais dans l'armée, ils sont encore nombreux. Au gouvernement, peut-être un peu moins. Dans les entreprises publiques et au Parlement, encore un peu moins. Mais ils sont encore, le système est encore présent. C'est un système qui était vraiment enraciné et on s'emploie maintenant pour l'éradiquer. Donc, on peut dire que l'action de M. Félix-Antoine Tshisekedi et du gouvernement qu'on appelle le gouvernement des warriors actuellement a des points positifs et il y a des points
à travailler. D'accord. Alors, je vais vous emmener ici sur un autre point à travailler. Nombreux parmi les Congolais se plaignent de vivre un taux de chômage élevé partout en RDC et parlent ouvertement de l'incapacité du régime à créer de nouveaux emplois depuis l'accession du nouveau régime. Que répondez-vous à cela? Ils n'ont pas tellement tort, mais ils n'ont pas raison non plus. Parce qu'il faut mettre les choses en contexte. À l'arrivée de M. Félix Tshisekedi au pouvoir, nous avons vu des Congolais, aller à l'étranger pour faire la contre-campagne. Et il y en a qui ont dit clairement que nous allons tout faire pour qu'il n'y ait aucun investisseur pendant tous les 5 ans de règne de M. Félix Tshisekedi. Ah bon? Et ça, c'est vrai, ça? Effectivement, M. Mouzito l'a dit clairement à la télé. Ça a été vérifié, donc? Donc, c'est pas moi qui l'ai dit, il l'a dit, n'est-ce pas? Et les éléments sont là. Donc, M. Mouzito, pour lui, il regardait, lui, comme il n'était pas au pouvoir, rien ne pouvait marcher. Et puis, nous avions travaillé avec, nous avions une coalition, on appelle ça coalition, mais moi, j'appelais ça une cohabitation, en fait. C'était pas une coalition. Avec FCC Cash. Oui. Le Donc, FCC de M. Kabila. Oui, allez-y. Et puis le Cash de M. Félix et M. Vital Kamerhe. Donc, on avait formé un gouvernement qu'on a appelé un gouvernement de coalition. Mais en fait, c'était un gouvernement de cohabitation. Un triumvirat, oui, puisque le gens de M. Kabila qui était au gouvernement n'était là que pour bloquer l'action gouvernementale. Il n'était pas là pour travailler pour que ça marche. Donc, tout ce qu'on essayait de mettre en place et travailler pour que ça ne marche pas. Et on a vécu ça pendant 2 ans. Donc, de 2019 à 2021, quand M. Tshisekedi a pris la décision de mettre fin à cette coalition-là. Vous comprenez? Et quand on a mis fin à la coalition, maintenant, on a commencé un peu à travailler, mais il y a tout le temps de problèmes au Congo. Si ce n'est pas la guerre à l'Est... La guerre dans l'Est du Congo, quel est votre commentaire là-dessus? Ça fait 25 ans que le peuple congolais souffre. Ça fait 25 ans qu'on a vécu les génocides rwandais, des tristes mémoires. Ça fait 25 ans que les mamans, les enfants congolais sont en train d'errer, sont réfugiés dans leur propre pays. Et ça, la communauté internationale ne voit pas. Ça fait 20 ans que la MONUSCO, la fameuse MONUSCO, Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, là, est présente à l'est de la République démocratique du Congo. Rien n'est si fait. Ça fait 20 ans que Kagame joue à l'est du Congo comme quelqu'un qui joue dans sa cour et au su de la communauté internationale. Aujourd'hui, les Congolais en ont ras-le-bol. On laisse Kagame faire ce qu'il veut. Kagame instrumentalise toutes sortes de rébellions en République démocratique du Congo. Je vous ai parlé de ces gens-là qui sont infiltrés. Justement, le M23, le M24. Le M23. Le M23. Qui est le M23? Pourquoi son existence et son retour subi? Le M23, subi, dis-je bien. En fait, c'est le prête-nom du Rwanda dans sa guerre contre la République démocratique du Congo. Avez-vous des preuves là-dessus? Mais la seule preuve, dernièrement, il y a eu un sommet, une tripartite en Angola, à Luanda, où le président Joao Lourenço essaie de faire la médiation entre le président rwandais et le président congolais, n'est-ce pas? Et le président rwandais n'a pas eu froid aux yeux de signer un cessez-le-feu au nom du M23. Le M23 n'était pas à Luanda. Puisque nous accusons, le président congolais accuse clairement le Rwanda d'attaquer le Congo via le M23, n'est-ce pas? Mais ils vont à Luanda avec le président rwandais et lui, il est d'accord qu'il y ait un cessez-le-feu, il signe qu'il y ait un cessez-le-feu avec le M23. Mais si lui n'est pas parrain du M23, à quel titre il a signé le cessez-le-feu? À cette émission, nous invitons également, je m'adresse à vous, madame, messieurs, les ambassadeurs, l'ambassadeur du Rwanda au Canada, ainsi que leurs représentants, de venir nous rencontrer pour justement discuter de cette question à l'émission. Ce sera avec grand plaisir. J'aimerais que vous organisiez un débat. C'est l'invitation est déjà lancée ici. Maintenant, je pose ma question ici. Vous me parliez du M23, qui est ce mouvement, en fait, de rebelles, que certains qualifient de terroristes comme tel. On se pose la question, comment se fait-il que ce mouvement, qui profite du semblant du désordre international dans cette crise militaire, aux allures internationales, qui semble souffler les odeurs, en fait, nauséabondes d'une troisième guerre apocalyptique mondiale, dans le but avoué et connu des spécialistes de s'emparer de l'Est du Congo, exactement comme c'est le cas actuellement avec l'Ukraine, donc la Russie avec carrément l'Ukraine, pour envahir militairement et établir un nouvel État indépendant dans l'Est du Congo, voisin du Rwanda
Burundi, de l'Ouganda. On aimerait connaître vos commentaires sur justement cette affirmation. Et en fait, encore une fois, pourquoi le dernier sommet de Nairobi entre Fachi Beton, le président, et ainsi que le président Paul Kagame? Qu'est-ce que ça a donné finalement? Ceux qui suivent la politique internationale savent que l'Est de la République démocratique du Congo est une région qui est hyper riche en matières premières. Donc on parle ici de coltan, on parle de cuivre, de diamants, de or, de tout ce qu'il y a comme minerai. Il y a tout dans cette partie-là. Oui. Vous comprenez? Et il y a une tendance expansionniste du Rwanda. Vous savez que le Rwanda, c'est un tout petit pays, même la ville de Kinshasa, je crois que c'est la population de Kinshasa, c'est, je ne sais pas, 10 fois la population du Rwanda, n'est-ce pas? Donc, l'objectif de Kagame, c'est s'emparer d'une partie de l'Est de la République démocratique du Congo, le Kivu, n'est-ce pas? Donc, mais il est aidé par certains pays occidentaux, n'est-ce pas? Lesquels? Ben, je peux citer dernièrement, je ne sais pas, il y a tous ceux qui ont des entreprises de multinationales au Congo, là. Les Canadiens, ils sont au Congo. À l'Est, là-bas, et puis là-bas aussi, les Français, les Belges, les Britanniques, tous ces gens-là, ils sont là. Les Américains, ils sont là, n'est-ce pas? Le M23, tu as dit que le M23 avait disparu, n'est-ce pas? Et puis, subitement, il réapparaît. Un mouvement qui était désarmé, qui n'avait plus d'armes, qu'on avait parqué en Ouganda. Du coup, paf, on se réveille un matin, ils ont, même dernièrement, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, à Kinshasa, à la MONUSCO, madame, qui ça, elle s'appelle Bita, je ne sais pas comment elle s'appelle là. Cette dame-là a dit que la force de feu du M23, ce n'est pas une rébellion, c'est comme une armée régulière. Où a-t-on trouvé des armes? Où est-ce qu'ils vont chercher des armes? Qui est en train de les armer? Si ce n'est que le Rwanda et l'Ouganda. Ce sont des soupçons finalement. Non, ce ne sont pas des soupçons. Vous avez des preuves. Mais bien sûr, puisque quand il y a eu des affrontements, il y a des militaires rwandais qui sont morts. On a des tenues militaires. On a arrêté deux militaires rwandais qu'on a dû libérer tout simplement par humanisme, puisque bon, dans les négociations, on a dit qu'on les libère, n'est-ce pas? Mais il y a des preuves, il y a des bottes, des armes identifiées comme armes appartenant à l'armée rwandaise. Monsieur Jean Gankoy, le temps passe très vite à la télévision. On a vraiment littéralement débordé. Je vais aller très vite ici. On va essayer de nous répondre rapidement. Les élections présidentielles en RDC, c'est l'année prochaine, 2023. Est-ce qu'il y aura des débats télévisés entre les leaders politiques, comme en France, comme au Canada, comme aux États-Unis, et même en Côte d'Ivoire, il y a eu? Pourquoi ni Mobutu, ni Kabila ont jamais participé à un seul débat télévisé durant la campagne électorale? Et pourquoi les Congolais n'ont rien exigé? Le seul débat qui devait avoir lieu en 2006, c'était entre Jean-Pierre Bemba et Laurent Désiré et Joseph Kabila. Ça devait avoir lieu en 2006 et vous savez pourquoi ça n'a pas eu lieu? Je ne sais pas. Vital Kamerhe, à l'époque, était directeur de cabinet de Joseph Kabila, un directeur des campagnes, et c'est lui qui avait refusé que ces débats aient lieu puisqu'il se disait que Jean-Pierre Bemba était brutal. Et bon, il a donné cette réponse ici. Hein. Vous vous souvenez, il est venu ici au Canada, il a fait une conférence à l'UQAM, à l'UQAM ici, et où il a donné des explications. On lui a posé cette question, pourquoi ce débat n'a pas eu lieu? Lui, il a dit que non, Jean-Pierre Bemba était brutal. Et il pouvait facilement gifler Joseph Kabila. Gifler Joseph Kabila durant le débat? C'était l'argument qu'il avait avancé. Vous êtes d'accord avec ça? Non, c'était un faux fuyant. Nous savons que c'était un faux fuyant, mais avec Félix Tshisekedi, le jeu est démocratique. Maintenant, il y a une nouvelle CENI. Hein, la centrale électorale est en train de travailler. Et on va faire en sorte qu'il y ait de bonnes élections où tout le monde aura la même chance. Donc, si il faut qu'il y ait un débat, il y en aura. Dites-moi, comptez-vous jouer un rôle politique, vous personnellement, oui ou non? Ben, écoutez, je suis en plein dans la politique, donc ne pas jouer un rôle, bon, non, ça va. Alors c'est oui, pourquoi? Comment? C'est oui, pourquoi? Ben, c'est tout simplement puisque je sais que j'ai un rôle, j'ai des choses à apporter dans ces pays-là, je dois apporter ma main à la pâte. Dites-moi, est-ce que vous encouragez la diaspora congolaise qui vous suit actuellement et qui vous regarde attentivement à suivre votre exemple en réalisant des projets en RDC? Ah oui. Au Congo, tout est à faire et tout est à refaire. Hein, vous comprenez, puisque tout était presque à l'arrêt et il y a beaucoup à faire. Hein, donc, j'invite la diaspora congolaise
du Canada, que ce soit de Montréal, de Ottawa, de toutes les villes, à ne pas hésiter un seul instant. Je sais que bon, c'est encore un peu lourd, mais s'il y a des gens qui ont des projets sérieux, il ne faut pas aller là-bas pour chercher à faire des photos avec le président de la République et venir les brandir dans les réseaux sociaux, mais on veut des gens qui sont sérieux et qui partent là-bas avec des projets à impact visible. Nous avons eu à l'émission ici la présidente de la communauté congolaise qui a invoqué ici le piège de l'immigrant. Je pense que nos téléspectateurs ont eu l'occasion d'ailleurs de la suivre. Selon Maître Magui de la COCOM, dites-moi, quelle est votre vision justement en fait par rapport à cela? Est-ce que ce n'est pas se contredire? Parce que dans son cas, elle, quand elle parle des pièges de en fait, l'immigrant, on va prioriser plus la vie ici au Canada. On va plus sa réalité ici que celle de l'Afrique qui est très lointaine. L'Afrique ne sera jamais lointaine. Hein. Vous savez, on est des immigrants. On est tous des immigrants et nous sommes une nouvelle immigration, n'est-ce pas? Prenez l'exemple des Haïtiens. Les Haïtiens, c'est une très vieille immigration. Mais je crois que les Haïtiens, même ici, ils sont organisés pour essayer d'aider que leur pays parte de l'avant. Les Haïtiens, ils sont tous amoureux de leur pays. Absolument, absolument. Haïti, c'est Haïti chéri. Maintenant, il y a des Ukrainiens qui arrivent ici, n'est-ce pas? Mais si vous suivez dans 10 ans, vous allez voir que ces Ukrainiens-là, ils vont tout faire pour que la situation redevienne normale en Ukraine. Tant que ce n'est pas stabilisé en Ukraine, ils ne seront pas tranquilles. Vous prenez les Juifs, les Israéliens, ils étaient en exil, mais ils ont tout fait. Ils continuent à se battre jusqu'à aujourd'hui pour qu'il y ait une stabilité chez eux. Les Palestiniens, pareil. Donc, les Congolais ne vont pas faire exception. Dire qu'on va privilégier d'abord sa vie ici, c'est comme faire une politique d'autruche, prendre sa tête et le mettre sous la sable pendant que tous les corps est dehors. Tant qu'il n'y aura pas de stabilité en République démocratique du Congo. Puisque qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, je suis ici maintenant, n'est-ce pas? J'ai mon travail, je peux aller travailler, j'ai ma vie, j'ai ma famille, j'ai un salaire, j'ai pas de problème pour manger, tout ça et tout. Mais le matin, quand je me réveille, j'ai 1000 messages sur mon téléphone. Ok, des gens qui n'ont pas mangé, des gens qui ont des problèmes de minéral d'enfants, mais qui viennent du Congo, bien sûr. Ok, donc je dois résoudre tous ces problèmes-là. Mais je ne vais pas passer toute ma vie à résoudre des problèmes à partir d'ici. S'il faut que je m'implique pour qu'il y ait une solution à la source. Donc, il faut attaquer le mal à la source. Donc, il faut s'impliquer pour qu'il y ait une normalisation de la vie économique, socio-politique en République démocratique du Congo. Le croyez-vous sincèrement ou bien ce que vous rêvez? Moi, je crois. Puisqu'avec le président Félix, nous voyons la tendance. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Et dans 10 ans, peut-être qu'on parlera un autre langage. Et voilà. Monsieur Jean Gankoy, merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps. Je vais vous souhaiter bonne chance. Je sais que vous serez élu avec l'élocution que vous avez, la personnalité, tiens, je vous flatte. Merci infiniment. Merci beaucoup, Henri. Merci à vous, chers auditeurs, vous qui nous avez suivis. J'espère qu'on aura encore l'occasion, avec l'invitation de M. Henri aux autres acteurs politiques africains qui sont présents ici. On aimerait avoir un débat contradictoire sur des sujets d'actualité qui se passe dans nos pays. Et pour moi, j'attends toujours mon interview avec Fachi Béton en personne. Oh oui, effectivement.